Et pour ça, on va accueillir Bertrand Mazure, donc expert Autodesk, ingénieur d'application Autodesk. Bonjour Bertrand. Bonjour à tous. Tu nous entends bien? Tu vas bien? Bah, si vous m'entendez bien, moi je vous entends très bien. Eh ben super. Bah, ravi de t'accueillir. J'imagine que tu as entendu le propos d'Edouard et j'imagine qu'il y avait des sujets qui étaient attendus dans les What's New Fusion 360 qui ont été présentés ici. Pour enchaîner sur le propos design génératif, on t'avait déjà invité l'année dernière, hein, tu nous avais parlé de très beaux projets. J'imagine qu'aujourd'hui, tu vas nous faire un résumé de toutes les dernières applications liées au générative design. Alors c'est un sujet qui est particulier, qui fait appel à des notions d'intelligence artificielle. Alors c'est un sujet on entend beaucoup parler, à voir qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle finalement dans le design génératif. Et je crois que tu nous as réservé aussi quelques surprises pour aller un peu plus loin sur l'intelligence artificielle. Je te laisse la parole et on se retrouve pour une petite session questions en fin de propos. Merci Florian. Bonjour à tous, donc Bertrand Mazure, donc je suis ingénieur d'application chez Autodesk depuis une dizaine d'années maintenant. C'est à peu près l'âge de Fusion 360, étonnamment. C'est vrai que j'ai pu le découvrir à ses prémices. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter en 30 minutes le sujet du Generative Design. Alors, l'objectif de cette classe, si je passe les slides, ça va être de comprendre mieux le Generative Design. C'est vrai qu'on a eu plusieurs sessions les années précédentes, puisque j'ai le plaisir que Florian et son équipe m'invitent tous les ans à cet événement. Et donc, on va revenir un petit peu sur cette compréhension du Generative Design, qui peut être aussi avoir une certaine forme d'optimisation topologique, mais c'est clairement différent et on va revenir sur ce qui les différencie. Et très rapidement, on va rentrer sur des sujets clients pour illustrer un petit peu nos propos et voir dans quel cas d'application on peut appliquer le Generative Design. Alors c'est vrai qu'on a cette étiquette d'ingénieur en simulation pour pouvoir faire du Generative Design, mais c'est pas du tout le cas. On a eu des projets qui ont été réalisés en autonomie par nos clients et on va revenir justement là-dessus. Et ensuite, on terminera sur un point qui est aujourd'hui l'intelligence artificielle et sur tous les mots, et donc on va voir un petit peu où est-ce que Autodesk Research va nous diriger, et donc vous montrer un petit peu ce qui va arriver pour les années futures. Donc, tout d'abord, le principe du Generative Design. Donc, le Generative Design, c'est une exploration du design. C'est-à-dire qu'on va appliquer des contraintes mécaniques à respecter avec différents matériaux, des modes de fabrication, et c'est là la différence avec de l'optimisation topologique. Et ensuite, on va lancer cela dans le calculateur d'Autodesk. Donc, lui va nous générer des dizaines, voire des centaines d'options. Donc, par défaut, on a une limite de 146 options. Donc, ça, c'est aussi une erreur qui, si vous l'avez déjà utilisée, que vous pouvez rencontrer. Donc, il faut essayer de limiter aussi le nombre de matériaux ou le nombre de modes de fabrication, etc. Et à partir de là, on va avoir une palette de solutions. Donc, la difficulté, ça va être d'explorer ces designs et de les filtrer, soit par masse, soit par résistance mécanique, soit par méthode de fabrication, soit par similarité visuelle. Donc, et à partir de là, on va pouvoir exporter ce résultat et le modifier. Donc, c'est-à-dire qu'on va obtenir pas forcément un maillage, mais une modélisation volumique, donc du BREP, qui sera soit anti-spline, si c'est une forme complexe, soit des formes prismatiques, si c'est par exemple un usinage en deux accès. Donc, le premier
le premier exemple, et c'est là où le generative design vient aussi insuffler une sorte de vent d'innovation et de disruption. Donc, avec Stark, on a pu réaliser justement un beau projet où l'AI Chair a été réalisé justement en collaboration avec son équipe de design. Et c'était l'un des produits qui a été designé et 100% éco-responsable et qui est disponible chez Cartel. Donc, pour 200 €, vous pouvez avoir une chaise de salon qui a été faite avec les produits Autodesk et qui est 100% éco-responsable. Le deuxième point, et le deuxième projet, ça c'est un qu'on avait présenté il y a de ça 1 an et demi avec Matthew Forrester et qui nous a introduit l'idée en fait du TikTok Effect. Donc le TikTok Effect, c'est quelque chose qui peut paraître amusant dans l'annonce, mais qui est très problématique pour les industriels puisque ils ont des lignes de production qui doivent sortir quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de produits qui sont référencés. Et le TikTok Effect fait que certains vieux produits doivent être recommercialisés et donc réindustrialisés. Et donc là, la demande est assez violente, j'ai envie de dire, et c'est surtout que ce sont des personnes très impatientes. Et donc, il faut réagir assez vite pour modifier ces embouteillages et ces fabrications de flaconnage ou d'accessoires en tout genre. Donc, on a mis en place, en tout cas Matthew a mis en place un mode pour changer justement ces godets. Et donc, initialement, ils avaient un temps de fabrication de 6 semaines, donc un peu plus d'1 mois et demi avec des allers-retours avec les sous-traitants. Et donc, l'intérêt, c'était de reprendre cela en interne. Et donc, avec l'aide du Generative Design, ils ont aussi diminué la taille de l'objet à imprimer en 3D. Et donc, ils ont réduit les délais de 2 semaines pour un format qui devait reprendre. Et si ils avaient à peu près le format équivalent, ils rebaissaient encore d'1 semaine. Donc, ce qui faisait quand même des gains assez impressionnants, puisqu'on peut imaginer le nombre de godets à imprimer ou à demander de fabriquer en urgence à sous-traitant, ça se comptait en centaines de pièces. Le deuxième point concerne le décathlon PNPL avec le Generative Design. Et donc, le principe était d'avoir un projet où Decathlon voulait voir l'évolution du métier du designer en corrélation avec le Generative Design. Donc, à partir de là, on a pu s'associer avec un de nos partenaires, Anybody, qui nous a permis de retrouver les efforts physiques d'un coureur en position aéro, en position freinage et en position sprint. Et donc, de cela, on a pu appliquer les différents paramètres en termes de charge et d'effort. Et donc, on a obtenu notre fourche. Donc, cette fourche, avec un voisin qui travaillait chez SLM, donc des fabricants d'impression métal grand format, nous avait imprimé gracieusement 8 fourches. Et donc, que l'on a pu tester il y a à peu près de ça 6 mois. Donc, c'est vrai que le projet avait été initié il y a un peu plus de 2 ans, juste après le Covid. Donc, ça a pris un petit peu plus de temps. Mais les essais ont été faits sur route et la fourche a tenu les essais puisqu'ils ont fait une compétition là, dans la région avec la fourche en question. Donc, comment ça se passe avec le Generative Design? Et c'est là où on va avoir le produit en action. Donc, on va avoir des zones préservées où on va appliquer des efforts, donc toujours cette facilité et cette intuitivité avec Fusion pour appliquer nos forces. Et ensuite, on va avoir les zones obstacles, donc les zones en rouge. De cela, on va avoir des objectifs et des limites, donc des limites pour connaître si on veut réduire en poids ou si on veut renforcer la pièce. Donc aujourd'hui, le Generative Design, la différence de l'optimisation topologique, c'est qu'on ne va pas
que réduire la pièce. On peut aussi rajouter de la matière, en réenlever, en rajouter, etc. Et donc, ce qui fait que le calculateur, l'algorithme, va effectivement itérer de cette manière plusieurs fois dans sa séquence. À partir de ce principe, on va retrouver les produits de fabrication, en tout cas les méthodes de fabrication. Donc, on a la possibilité de mettre unrestricted, donc là, on est non limité, et après, on va pouvoir lui dire, bon, bah, je vais imprimer dans tel axe, je vais usiner en 2, 3, 4 ou 5 axes, je vais pouvoir faire du die casting. Et ici, on a aussi le cost estimation qui nous permet d'avoir un lien avec notre partenaire a priori, qui nous permet d'avoir un coût de revient sur la quantité et les choix de production. Donc, à partir de là, on va évidemment pouvoir appliquer ces matériaux et faire une prévisualisation et lancer le calcul sur le serveur Autodesk. Donc, les résultats vont se lancer en fonction de la complexité de votre pièce. Donc, ça peut aller d'une demi-heure à plusieurs heures. L'intérêt, c'est que ça ne va pas monopoliser la performance de votre PC. Donc, on a la possibilité de comparer les différents résultats que l'on a obtenus. Et donc, de ces résultats, on a ici la possibilité d'exporter cela. Et donc, on voit ici qu'on est en T-spline, que l'on peut venir modifier notre forme et donc épaissir les formes. Donc là, avec la fourche Decathlon, on avait des rayons à respecter, donc on peut mettre en superposition l'analyse de courbure, et donc après, effectivement, de ce point-là, on peut rajouter des pièces volumétriques. Donc on avait fait un petit nid d'abeille sur la potence. Et après, ça ne reste que j'ai envie de dire, du prédimensionnement. On a les outils de simulation dans Fusion 360 qui vont nous permettre de faire une vraie validation de charge, qui va nous permettre justement de minimiser une rupture lors des tests du prototype. L'année passée, de la même manière, avec l'aide de F3DF, on avait travaillé sur un arc avec l'équipe Soloniac. Et donc là, ici, de cet arc, l'idée, encore une fois, était d'explorer un nouveau projet. Aussi récemment, les palmes qui ont été réalisées avec le Generative Design Subside, qui a eu un article LinkedIn qui a été fait. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, la mayonnaise a pris avec certains de nos clients, et ils créent leurs projets par eux-mêmes, et donc c'est là l'intérêt. Aujourd'hui, l'objectif du Generative Design, c'est de casser un petit peu ce processus traditionnel où on vient explorer quelques concepts. Ensuite, on va évaluer la possibilité de sa résistance mécanique, de sa possibilité de faisabilité en termes de moyens de production, et après de production. Donc là, aujourd'hui, avec le Generative Design, on vient tout mettre en amont de cela, et c'était là aussi ce côté enrichissant quand on a exploré cela avec le projet PNPL, c'est qu'on mettait tout le monde autour d'une table et on discutait avec notre langage, mais tout le monde était fédéré autour de l'outil Fusion 360 qui est une super plateforme à ce niveau-là. Et donc, de ces différentes itérations, on va pouvoir choisir une itération qui va plus ou moins respecter la simulation et qui sera directement fabricable avec quelques modifications, mais en tout cas, ça ne sera pas des modifications majeures. Donc, l'intérêt est de répondre à ce tri de réduction de coûts, d'amélioration de la performance et de l'amélioration de votre innovation produit. C'est très bien, il me reste un quart d'heure pour arriver sur le second chapitre, qui est ChatGPT. Donc, aujourd'hui, ChatGPT, on l'utilise au quotidien. Moi-même, je suis toujours effaré de la possibilité et de la performance de l'outil.
Et c'est savoir comment va se tourner Autodesk et va pouvoir bénéficier de cette intelligence artificielle et de l'inclure dans ses produits. Donc, on doit tout d'abord vous présenter ce Safe Harbor pour éviter de diffuser cela à tort et à travers, puisque ce qu'aujourd'hui on vous présente ne possède aucune garantie. Donc, c'est de l'exploration et ça fait partie des recherches Autodesk. Donc, parfois, comme l'automate modeling, c'est intégré, parfois ça ne l'est pas. Donc, aujourd'hui, on va couvrir trois sujets justement qui vont arriver là-dessus. Donc, Edouard, vous avez parlé de l'automate modeling, donc je vais revenir très rapidement là-dessus. On a, je l'espère, quelque chose qui va arriver l'année prochaine. Donc, c'est vrai qu'on avait une annonce lors de notre conférence internationale à Autodesk Université sur le drawing automation. Donc, comment réaliser des mises en plan à toute vitesse, j'ai envie de dire, et de l'automatiser complètement avec des modèles de documents qui vont pouvoir nous réorienter, nous générer de la cotation, etc. Et enfin, un projet de recherche qui combine trois outils d'intelligence artificielle qui est 3D All E, GPT et Clip. Donc, aujourd'hui, l'automate modeling, comme l'avait dit Edouard, et je vais passer rapidement là-dessus, on a un outil qui est intégré directement dans l'espace de design. Donc, à la méthode du generative design, on va choisir des formes à préserver, sur lesquelles on va s'appuyer, et des zones en rouge à éviter. Et de cela, on va avoir pas X 1000, on va en avoir 6, on va pouvoir choisir son épaisseur, et automatiquement, il va nous générer une forme T-spline que l'on voit ici, et que l'on peut venir modifier. Donc, on voit qu'en quelques minutes, on ne parle pas d'heures, on parle vraiment de quelques minutes, on peut avoir une préforme qui va pouvoir nous servir d'étape pour pouvoir ensuite générer des choses. Donc après, vous avez des classes sur Autodesk Université où on peut mettre du gruyère, c'est-à-dire on va mettre des zones d'obstacles avec des petites boules que l'on va répéter pour essayer d'avoir des formes qui vont être un peu plus travaillées. Mais sur le principe, voilà un petit peu l'idée de ça. Donc, cela, encore une fois, c'était un projet de recherche qui est maintenant intégré dans le produit à part entière et qui est apparu il y a de ça un peu plus d'un an. Ensuite, la mise en plan automatique, il faut revenir un petit peu dans les années 1980, puisque avant cela, on avait de grands bureaux où tout le monde dessinait à la planche un dessin, et à partir des années 1980, on est arrivé au AutoCAD avec j'ai envie de dire la planche graphique qui était le prémisse. Donc ensuite, on a eu des outils comme PTC ou d'autres qui nous ont donné justement la possibilité d'avoir un outil paramétrique où on venait modifier sa vue de face et ça modifiait notre vue de côté. Et ensuite, on a eu l'avènement des produits SolidWorks ou Inventor qui sont venus automatiser ça et faciliter et rendre surtout accessible cela en termes de coût. Donc après, avec Inventor, on a la possibilité d'intégrer des règles iLogic pour contrôler l'échelle, générer des dimensions, etc. Et donc, aujourd'hui, on voit que depuis une dizaine d'années, voire un peu plus de 10 ans maintenant, on stagne un petit peu sur cette progression en termes de mise en plan. Et c'est là où, depuis un an, le product manager Clean Brown, qui est un anglophone, du moins qui est un anglais qui travaille très durement avec ses équipes, nous a proposé justement de travailler sur cette thématique-là. Donc, aujourd'hui, si on regarde un petit peu comment se passe, donc c'est directement intégré dans le produit, donc on va pouvoir automatiser et créer sa mise en plan pour son assemblage complet. Et donc, à partir de là, c'est en background. Donc, on voit effectivement qu'on en a deux. Donc là, pour la démonstration, on en a montré une première. Et donc,
automatiquement, c'est un petit peu comme le generative design, c'est fait en background. Et donc là, on voit que notre pièce, ici, a été réalignée. Donc, elle n'était pas forcément bien orientée. Automatiquement, elle nous a réaligné cela et elle nous a intégré directement les traits d'axe, etc. À partir de là, ce qui se passe, c'est qu'on va, avant de lancer la cotation automatique, on va positionner les cotes qui nous paraissent les plus importantes. Donc là, on va avoir une cotation au niveau de notre perçage et puis et de ces deux perçages-là. Et ensuite, on va pouvoir lancer l'automatisation et on va avoir le choix entre 6 ou 7 possibilités. Et donc avoir un curseur aussi pour essayer de mettre plus ou moins de cotes. Et puis après, on a un bouton magique qui est repositionnement à l'échelle nos vues. Et donc, on voit que dans l'espace défini, donc en quelques minutes, il nous a généré une mise en plomb avec quelques dizaines de feuillets qui correspondent à chaque pièce de notre assemblage. Donc voilà un petit peu ce qui arrive. Et encore une fois, cet espace-là est accessible dans l'insider prévu sur lequel je reviendrai plus tard. Ensuite, on a ce travail qui a été fait il y a un peu plus d'un semestre avec Autodesk Research, où on a travaillé et on a essayé de combiner un plugin qui combine ChatGPT, qui est un modèle de langage développé par OpenAI, et donc qui est basé sur l'architecture GPT 3.5. Et donc, cela, c'est conçu pour générer du texte naturel en réponse à des questions ou des instructions. Donc, ça rend effectivement l'outil très polyvalent pour la génération d'un contenu textuel, j'ai envie de dire. Ensuite, DALL-E, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un modèle d'IA, toujours créé par OpenAI, et donc, lui va nous permettre de créer des images, donc à partir de descriptions textuelles, donc dessine-moi une pomme dans l'espace, dessine-moi une voiture en Lego de la forme Batmobile, et donc on va pouvoir rajouter des mots avec des arguments, etc. Et Clip, quant à lui, est toujours développé par OpenAI. Et donc, lui, c'est un modèle qui associe des images et du texte et qui va comprendre justement la sémantique pour pouvoir remodéliser cela. Et donc, si on regarde un petit peu plus comment ça se passe, on va venir lui mettre des mots-clés. Et donc, automatiquement, l'outil va aider l'utilisateur à détecter le profil de l'image pour pouvoir extruder ces matières, etc., etc. Donc là, aujourd'hui, ça reste en outil de recherche, mais rien ne nous dit que le produit n'arrivera pas là-dessus à terme. Et donc, pour revenir sur ce principe de Fusion 360 Insider Programme, tout le monde peut y assister et tout le monde peut y participer. L'intérêt, c'est que vous allez avoir accès en amont aux nouveautés de Fusion 360. Donc, attention aussi de ne pas forcément ouvrir vos projets en production avec l'outil Insider, puisque vous ne pourrez pas forcément toujours les réouvrir avec la version en production, ou en tout cas, vous devrez patienter que les versions soient alignées. Donc, actuellement, c'est le cas. On peut jouer avec l'Insider et avec Fusion 360 production, mais l'intérêt, encore une fois, est de vous donner un accès aux nouvelles fonctionnalités et de vous donner un accès avec les product managers et les développeurs qui peuvent avoir vos feedbacks et donc créer le produit, en tout cas répondre à vos requêtes peut-être plus exotiques. Voilà dans tous les cas pour ma présentation. Je vois que je suis dans le timing puisqu'il me reste 5 minutes pour répondre à vos questions. Super, merci Bertrand. Écoute, moi j'ai trouvé ça excellent de voir toutes les possibilités actuelles du logiciel et puis ce qui peut arriver. Donc, même si c'est pas encore dans les versions où ce n'est qu'une prospective, en tout cas, ça ouvre des portes où l'intelligence artificielle pourrait encore accompagner plus loin les concepteurs. Donc, très enthousiasmant. Merci pour cette ouverture, en tout cas. N'hésitez pas, donc toujours zone questions-réponses qui est ouverte à tous. Vous pouvez déposer vos questions
Donc, question qui avait été posée en cours de route. Est-ce que tout ça sera diffusé et rediffusé? Oui. L'ensemble des conférences, des talks, des tables rondes et des masterclass qui ont été proposées aujourd'hui seront accessibles en replay sur le site donc skillscamp.fr. Du coup, voilà, dans les prochains jours. Du coup, de la même manière, on aura encore des temps de networking. Donc, les équipes Autodesk et F3Dev seront disponibles pour répondre à vos questions si vous n'avez pas dans l'immédiat. Du coup, qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Après, vous avez le site qui est public Parfait. ici pour vous Eh ben, parfait. Donc, on peut peut-être le voir partager un petit directement. peu les nouveautés, etc. Donc, je peux peut-être vous coller le lien. Et dans le chat général, tu as la possibilité de le déposer. Alors, c'est parce que je vais voir le chat général qui est ici. Général chat, c'est ça? C'est ça, parfait. Lien pour Autodesk Research. Effectivement, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont tester. Je vois des pouces qui circulent. Et au niveau de l'Insider. Ouais, donc c'est le programme Insider qui permet en fait d'avoir une version de Fusion 360 un petit peu en avance de phase avec les dernières nouveautés qui sont en test. C'est bien ça. Hein. Oui, oui, mais ça c'est très 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 bien. C'est-à-dire que vous allez avoir un Fusion comme ceci. Donc de la même manière, vous allez avoir accès aux extensions, vous allez avoir accès à l'ensemble des nouveautés, etc. Et donc après, vous avez la possibilité de voir. Donc là, ici, je suis sur la version 2 points, etc., etc. Mais dans tous les cas, moi, j'ai toujours accès à mon Team Hub. Donc j'ai toujours accès au même Team Hub qui est ici présent. Donc, et du coup, les utilisateurs peuvent faire des retours aussi justement sur ces versions. Tout à fait. Là, vous voyez, là, j'ai accès à cela. Je peux choisir ma cotation, la diminuer, etc., etc. Donc après, ça permet de faire des tests et de valider cela en avance de phase. Excellent. Parfait. Donc, du coup, merci déjà pour le partage sur le chat pour la découverte de la partie IA et le programme donc Insider.